Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et comme ça vient d'être dit, d'abord je voudrais excuser Gilles Bloch, le PDG de l'INSERM, qui rentrait des États-Unis aujourd'hui, qui ne pouvait pas être là pour assurer la présentation. Alors, mon idée était de vous donner un peu l'état des lieux et où on en est dans le déploiement de ce plan et ensuite éventuellement d'avoir un échange. Il est très important pour nous de pouvoir maintenant, vu le stade d'avancée du plan, d'avoir un échange avec chacune des filières, côté maladies rares, mais également dans les autres domaines d'application. Donc l'histoire de ce plan pour nous, elle démarre en 2015 avec à l'époque une lettre de mission du Premier ministre. C'était une période où tous les grands pays étaient en train de se positionner dans une logique un peu nationale de mise en place de plans autour de la médecine génomique. Certains étant très centrés recherche, d'autres allant vers le soin. Et la question c'était où est-ce que la France veut se positionner et est-ce qu'on souhaite aller dans cette direction-là également. Donc sur toute l'année 2015, à l'époque c'était sous le pilotage du PDG d'Avian qui était Yves Lévy, a été mis en place des groupes de travail pour essayer de répondre aux questions qui étaient ici, qui étaient quelle est la place du séquençage génome entier et exome dans le soin, quel est le positionnement à l'international des autres pays, quels sont les enjeux d'innovation et de création éventuellement d'opportunités de création de filières industrielles associées à ça, et puis surtout c'était d'avoir une réflexion sur mettre en place un modèle médico-économique avec l'assurance maladie pour essayer de voir comment on pourrait éventuellement aller vers une pérennisation de cette technologie de séquençage dans le soin courant. Bon, donc tout ça, ça aboutit à un plan qui a été remis en juin 2016 au Premier ministre, avec deux ambitions. La première, et il y a 4 ans, c'était peut-être un peu plus hasardeux que maintenant, mais c'était le choix qu'on avait fait, c'était d'intégrer le séquençage dans un parcours de soins générique, je vais vous l'expliquer après. Donc c'était d'avoir un plan de soins et pas forcément un plan de recherche avec des passerelles translationnelles, mais d'être clairement dans le soin. Seuls les Anglais à l'époque commençaient à le faire. Depuis d'autres pays, la semaine dernière j'ai rencontré le porteur du plan australien, ils sont également complètement partis là-dedans. Les collègues allemands discutent beaucoup sur un plan qui sera un plan soins, etc. etc. C'est la bascule qui est en train de s'opérer. Et puis la deuxième ambition, puisque derrière ça, là, il va y avoir des investissements de l'État majeurs, hein, il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui seront investis, parce que si on peut accéder aujourd'hui au séquençage, parce qu'on n'arrête pas de dire que ça coûte beaucoup moins cher qu'avant et qu'on accède au génome complet pour environ 1000 euros, il n'en reste pas moins qu'à l'échelle d'une population, et si on prend en compte tous les autres coûts qu'il y a, c'est des investissements massifs. Et donc derrière ça, il y avait l'idée, c'est un plan de soins, mais derrière, y a-t-il pas une opportunité également pour que cet argent injecté puisse aider à contribuer une filière industrielle nouvelle? Et on pense qu'en France, qu'autour de l'analyse de données, entre un certain nombre de start-up et de grands industriels qu'on a dans le domaine, il y a probablement des opportunités à saisir. Et c'est un deuxième aspect du plan, et c'est pas si évident que ça d'articuler les deux. Alors le plan, et je ne vais pas passer en revue toutes les mesures, ça serait un peu ennuyeux, donc je vais revenir sur les faits marquants et là où on en est aujourd'hui, mais globalement il y a 3 phases. Une première qui est de mettre en place un certain nombre d'instruments, à commencer par des plateformes de séquençage de génome entier haut débit dans un cadre de soins, autrement dit ce seront des laboratoires de biologie. Ensuite, et on reviendra dessus également, l'idée, alors qui n'est pas spécifique à la France, tous les pays le font, mais d'aller vers une logique de centralisation des données pour aider à interpréter et puis pour également offrir aux communautés de recherche l'accès à l'ensemble de ces données. C'était d'anticiper tous les aspects d'innovation, un des enjeux, puisque le plan s'appelle France Médecine des Génomiques 2025, parce que déployer tout ça dans le soin à l'échelle du pays, on s'était donné à peu près une dizaine d'années, mais en même temps en 10 ans, les technologies évoluent énormément, aussi bien sur le séquençage que sur l'analyse des données, l'intelligence artificielle, etc. Et c'était comment on était capable d'intégrer cette innovation tout en opérant cette montée en puissance dans le cadre du soin. Donc là, on va déployer un outil pour ça. Et puis derrière, c'était tout un tas de mesures pour être capable de mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel ça dans le cadre du soin, tout un tas d'aspects autour des aspects de la réglementation, les données secondaires, la réutilisation des données, tous les aspects liés à la formation. On sait qu'il y a des nouveaux métiers, on sait qu'on va être
sous tension sur certains métiers, notamment autour de l'interprétation, etc., etc. Mettre en place un dispositif avec la HAS pour définir les indications cliniques, puisqu'on est dans une logique de soins, et ça je reviendrai dessus. Et puis derrière, en se disant, puisqu'il faudra quelques années pour faire tout ça, il faut un petit peu qu'on soit un petit peu les pieds sur terre, et donc on va mettre en place cette fois des essais cliniques, donc là on est dans la recherche, à large échelle. Il y aura plus de 12 000 patients qui vont, qui vont bénéficier d'un séquençage, enfin 12 000 personnes, pas forcément patients d'ailleurs, et de demander à ces projets pilotes qui seront des essais cliniques de se mettre dans cette logique de parcours de soins pour essayer d'identifier où sont les verrous, comment on peut les lever et quelque part un peu irriguer la mise en place des instruments dans une logique de soins, et je reviendrai dessus également dans 4 projets pilotes qui ont été définis. Voilà, et puis après, troisième axe, c'est mettre en place des outils de suivi et de pilotage, notamment pour créer cette filière industrielle, nouer, et c'est déjà le cas, tous les liens à l'international autour de ces aspects-là. Et puis, quelque chose de très important, ce sont les aspects médico-économiques, puisque le plan a été validé parce que derrière, on avait indiqué qu'on se mettait dans une trajectoire pour aller vers un dispositif pérennisé, donc avec une prise en charge par l'assurance maladie dans un cadre de soins courants, ce qui suppose de passer énormément d'étapes, dont en particulier le fait d'amener un certain nombre de preuves d'un point de vue médico-économique, et donc avec des analyses médicaux autour des projets pilotes, autour des plateformes et autres. Et tout ça étant piloté par la CNAM. Voilà globalement la philosophie de ce plan. C'est un plan qui n'est donc pas spécifiquement dédié aux maladies rares, même si les maladies rares ont une place évidemment centrale. Il y a le cancer, et puis, alors, si on remonte un peu à la politique il y a 4 ans, la ministre de la Santé de l'époque, c'était Marisol Touraine, disait à échéance à 10 ans, vous ne pouvez pas ne pas anticiper l'arrivée d'un certain nombre de maladies communes, et donc vous devez également l'intégrer. Alors, on était assez prudent en disant, mais l'état de l'art en recherche n'est pas du tout au même niveau, mais néanmoins, c'est pour ça qu'on a un projet pilote sur les diabètes de type 2 atypiques. On se met également dans cette perspective-là, mais on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps, d'un point de vue à la fois de la connaissance clinique, mais également de l'organisation. Donc voilà globalement en quelques minutes le plan. Alors concrètement, et avant de revenir là-dessus, donc c'est un plan qui a été demandé par le Premier ministre et qui est toujours gouverné au niveau du cabinet du Premier ministre, avec un comité une fois ou deux par an, c'est même plutôt plus que ça, 3 ou 4. Ils nous sollicitent très régulièrement pour faire un point, parce que ce plan est considéré comme étant vraiment important et essentiel. Derrière, un comité de suivi avec tous les ministères, donc ministère de la Santé, mais également ministère de la Recherche, ministère de l'Industrie. Toutes les institutions qui sont là sont associées à ça. Et puis un comité opérationnel où on se réunit tous les mois, que j'ai la chance de piloter, avec tous les responsables des groupes de travail. Donc vous avez en dessous là à peu près une quinzaine de groupes de travail. C'est le haut du panier, en dessous il y en a encore plein d'autres. C'est plus de 300 personnes aujourd'hui qui sont à peu près mobilisées. Des cliniciens, des chercheurs, des technologues, des agences, j'ai évoqué la HAS, l'assurance maladie, l'agence de biomédecine, etc., de divers horizons, pour essayer de mettre en place et de faire avancer ce plan génomique, qui est quand même une grosse machine à inventer et à mettre en place. Alors la première chose qui avait été faite, donc le plan a été annoncé en juin 2016, ensuite c'était essentiellement un document papier, on s'est mis en groupe de travail pour affiner les choses, et puis au changement de gouvernement on est reparti de zéro, il a fallu à nouveau reconvaincre le gouvernement, et tout ça avait abouti, parce que les financements qui avaient été accordés, on était également reparti de zéro, à l'annonce en juillet 2017 du lancement d'un processus pour sélectionner les premières plateformes, 2 premières plateformes, et qui permettaient de réaffirmer le plan. Alors, avait été estimé à l'époque qu'il y avait côté maladies rares 50 000 cas par an à prendre en charge et 60 000 côté cancer, et que pour couvrir ça, au regard de les capacités technologiques aujourd'hui qui existent pour une plateforme, il faudrait équiper le territoire d'une douzaine de plateformes, sans donner d'hypothèse sur la localisation et l'organisation. C'était juste ce chiffrage-là. Et donc derrière aujourd'hui, on est dans une logique, donc on a eu 2 premières qui ont été sélectionnées, Sequoia qui sera basée en région parisienne et Oragen en région Rhône-Alpes, et on avait demandé à ces 2 premières plateformes d'être capables de prendre en charge les patients sur l'ensemble du territoire,
Donc après avoir réfléchi sur la façon de faire, on est parti sur un schéma simple, sur une répartition du territoire tel que vous l'avez ici. Et puis ça va évoluer avec l'arrivée de nouvelles plateformes et en affinant un peu l'organisation. Mais pour l'instant, on est sur ce schéma. Donc ces deux premières plateformes ont été sélectionnées au printemps 2018. Ensuite, il y a un gros travail finalement de mise en place et d'organisation. Elles ont tout juste démarré le mois dernier avec les tout premiers échantillons et premiers patients pris en charge. Il n'y a pas encore aujourd'hui un résultat d'interprétation qui a été mené, c'est en cours. On en est au tout début. Alors, puisqu'on mettait en place des plateformes, il fallait évidemment définir sur quelles indications elles devraient travailler, puisqu'on n'est pas dans un cadre de recherche stimulé par les chercheurs, mais dans un cadre de soins. Et donc le groupe de travail sur les indications cliniques que pilote la HAS a mis en place une méthodologie qui va bientôt être publiée, qui je dirais était une V1 on va dire, et qu'on va maintenant faire assez vite évoluer vers une nouvelle version, une nouvelle méthode. Et donc il y a une première série d'indications. On a voulu ne pas en prendre trop parce que ça servait à rien de quelque part d'avoir un nombre de patients potentiels à inclure qui dépassait très très largement la capacité de séquençage. Il faut juste savoir que les deux premières plateformes ici auront d'ici 3 ans une capacité de faire l'équivalent de 18 000 génomes entiers par an, ce qui est bien, mais on va démarrer progressivement. Et donc pour l'année qui démarre maintenant, l'année à venir, c'est 1000 dossiers patients par plateforme qui seront pris en charge, et puis après ça va monter très vite en puissance. Donc il fallait qu'on ait un nombre de patients potentiels, et puis derrière ça, il y a, et c'est l'exercice, je dirais, du moment, et c'est très bien que je puisse être avec vous aujourd'hui parce qu'on pourra en parler. Il faut que chacune des filières s'organise, puisqu'il y a toute la partie organisation des soins amont et aval à mettre en place, et ça prend du temps. Donc il y en a environ 14 qui ont été identifiés, qui commencent à s'organiser pour les premières, et puis pour les filières qui n'ont pas encore eu d'indication, de toute façon il y a ce travail de préparation qui peut déjà être lancé pour ensuite être intégré plus facilement. Donc je ne vais pas tous les passer. Notez juste en bas qu'il y en a une qui a été retenue très récemment, il y a le mois dernier je crois, en hématologie pour les patients atteints de leucémie aiguë en rechute. Voilà, alors je vais essayer, alors donc je ne vais pas passer en détail toutes les discussions, tous les échanges, et comme ça a été dit par Sylvie Escalon, pour les maladies rares, c'est des actions que l'on fait conjointement avec le plan maladies rares sur toute cette organisation. Le schéma générique, il est celui-là, et puis après, on le mesure déjà aujourd'hui. Pour chaque filière, on s'adapte à ce schéma générique et on n'a jamais 2 fois le même schéma, et c'est normal puisque vous avez des patients d'horizons très diverses avec des contextes cliniques très différents. Mais le schéma générique, c'est celui-là, c'est qu'il y a un centre de soins, qui peut être un CHU, mais également un centre de lutte contre le cancer pour le cancer, où seront pris en charge les patients, et avec une inscription en RCP. Donc, quelle que soit l'indication, on sera sur cette mécanique de mise en place d'une réunion concertation pluridisciplinaire. Donc en maladie rare, ça suppose de les mettre en place ou de les renforcer quand qu'elles existent, et puis de les ajuster côté cancer, qui sera un peu le point de départ. Il y aura cette discussion et la décision au regard de l'indication d'avoir recours à un séquençage génome complet. Donc dans ces cas-là, on passera à une étape de prescription, puis prélèvement et envoi de l'échantillon sur une des deux plateformes, où il y aura à la fois le séquençage, toute la pré-analyse des données, et l'analyse des données et la mise en place d'un compte-rendu d'interprétation qui sera lui ensuite envoyé vers une RCP aval pour avoir un deuxième niveau d'interprétation en prenant en compte le contexte du patient et un retour avec la décision sur la suite à donner. Donc ça c'est le schéma général, assez simple, mais qui suppose déjà de la mise en place de RCP, qui suppose d'avoir articulé ça avec les plateformes et également d'avoir organisé toute la partie prescription, tout le workflow associé à ça, et les aspects information, inscription, consentement. Alors donc quand une indication clinique arrive, et c'est ça le travail qui actuellement a lieu, avec les premières indications
et c'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que chaque filière peut déjà travailler dans ce sens-là. C'est le schéma suivant, c'est qu'on va s'appuyer sur toutes les filières qui existent, sur tout le travail qui a été mis en place dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Et donc à partir d'une indication, il y aura donc identification de qui sont les prescripteurs, quels sont les centres où seront pris en charge les patients, et donc en s'appuyant pour les maladies rares sur les centres maladies rares. Également identification par les filières des experts généticiens de la filière au niveau national qui pourront contribuer à aider à renforcer ou qui seront déjà intégrés dans les plateformes. Donc ça, c'est les filières qui doivent le mettre en place pour ensuite s'interconnecter à ce schéma. Et puis derrière ça, donc on met en place un certain nombre d'outils. Donc je n'ai pas évoqué ici puisque c'est pris en main dans le plan maladie rare, ce sont les outils des RCP, mais on développe, et ça sera complètement articulé, un outil de e-prescription. Donc il y a un travail d'expression de besoin qui a mobilisé réellement les gens qui aujourd'hui sont dans ces RCP pour exprimer le besoin pour l'outil, et qui va être un outil accessible en web. Il faut le développer, donc on a probablement quelques mois devant nous à devoir travailler sans, mais il va arriver. Qui permettra d'assurer tout le workflow autour de la prescription. Un outil de consentement, ça c'est un sujet important. Donc, le groupe de travail sur les consentements, qui était copiloté par l'INSERM et la Direction Générale de la Santé, a travaillé pendant plus de 2 ans, mobilisant un certain nombre d'acteurs et d'autres ministères, ministère de la Justice et autres, pour aboutir aujourd'hui à des consentements de soins. Je ne parle pas des consentements de recherche. Et donc pour les maladies rares, un consentement pour l'enfant, un consentement pour les parents, etc. Dans lequel il y a 2 sujets qui ont été largement discutés. C'était le fait de demander que les données puissent être réutilisées pour la recherche de façon générique, avec pour le patient un retour vers le patient. Il pourra être au courant des familles de projets utilisant les données. Et il devra avoir la capacité à tout moment au cours de sa vie de pouvoir continuer à confirmer que les données peuvent être utilisées pour la recherche, mais également il peut revenir en arrière et demander à ce que les données ne soient plus utilisées pour la recherche. Et derrière, il faudra mettre en œuvre ce qu'il faut pour retirer les données. Et puis le deuxième sujet qui a été l'objet de beaucoup de discussions, et la loi de bioéthique ici va peut-être nous permettre de faire évoluer les choses, concernait les données incidentes et les données secondaires, puisqu'on a aujourd'hui ce qui a été retenu, et notamment sur instruction, on va dire, très forte du ministère de la Justice, on va être dans un mode différent de ce qui se pratique en recherche. Et aujourd'hui en particulier, il ne sera absolument pas possible de revenir sur le patient pour l'informer sur un certain nombre de données secondaires. Le seul retour vers le patient possible étant sur l'objet de l'examen de diagnostic, ou alors pour lui proposer de revenir pour un deuxième rendez-vous associé et pour pouvoir discuter des données secondaires. Ce qui en pratique est extrêmement complexe et qui n'est pas ce qui se passe sur la partie recherche, parce que la loi Jardé, elle, demande à ce qu'il y ait un certain nombre de données secondaires à partir de variants de gènes référencés puisse se faire une information vers le patient. Bon, ça a été très compliqué, l'arbitrage il est celui-là et c'est un sujet de discussion pour la loi de bioéthique. Alors néanmoins, pour pouvoir gérer d'un point de vue donné les aspects de consentement, va être mis en place une interface web, un outil de consentement où chaque patient pourra accéder pour avoir une information sur l'usage de ces données dans différentes familles de projets de recherche, et il pourra par ailleurs retirer son consentement s'il le souhaite, et donc il faudra pouvoir supprimer les données. Ça, ce sont ces 2 premiers outils. Troisième outil important, qui est ce qu'on appelle le CAD, qui est l'outil de centralisation des données, qui est en fait une infrastructure qui récupérera toutes ces données et qui proposera des services pour aider les biologistes et les généticiens à interpréter les données dans un cadre de soins. Mais également, ça va être un certain nombre d'outils de services pour la recherche académique et puis également pour la recherche industrielle dans la logique de création de filières. Donc ce cadre-là, aujourd'hui on en a une conception, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, et il doit être encore déployé, et l'idée étant d'avoir les tout premiers services aux soins, et notamment les services d'accès aux données, dans le cadre pour les prescripteurs, pour toutes les personnes dans la filière soins, à partir du début 2021.
Et puis l'outil Crefix, qui va être l'outil qui va nous permettre de travailler avec les acteurs industriels sur les aspects d'innovation et d'intégrer ces innovations à la fois sur les plateformes, qui sont donc des laboratoires de biologie, et pour la partie CAD, pour la partie analyse informatique. Alors rapidement, donc le CAD, je vous en ai parlé, c'est une infrastructure. Alors là, on n'a rien inventé, hein, tous les plans nationaux à travers les pays ont cette logique de centralisation des données, qui n'est pas forcément très simple dans la chaîne du soin à intégrer. Ça va être centré uniquement sur des services d'aide pour l'annotation et l'interprétation. Ça va correspondre dans un premier temps à bénéficier du fait qu'on a toute la base de données au niveau national pour présenter un certain nombre d'informations statistiques sur les fréquences de variants au regard de contexte clinique, des fréquences liées au contexte clinique, etc. Des outils d'analyse qui on est dans un laboratoire de biologie, donc nous ne sommes plus dans une activité de recherche, et la réglementation va plutôt en se durcissant, et donc on sera sur un certain nombre d'outils fournis forcément par des acteurs industriels pour avoir un certain nombre de feux verts réglementaires de type dispositifs médicaux ou d'outils validés pour des laboratoires de biologie in vitro. Mais ça va être également à venir, et ça pousse beaucoup un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle pour aider les généticiens à interpréter en faisant beaucoup en particulier d'approches de fouilles de données, de statistiques. Voilà, donc ça c'est pour la partie soins. Pour la partie recherche, puisqu'on a, d'un point de vue réglementaire, et la CNIL est très exigeante par rapport à ça, on est dans une dissociation, alors que pour vous aujourd'hui, tout ça s'overlappe assez largement entre ce qu'on va appeler la clinique et ce qu'on va appeler la recherche, mais ce qu'on veut, c'est que l'outil finalement soit un continuum d'accès à des services pour vous permettre de passer de l'un à l'autre. Donc les services à la recherche permettront d'accéder à l'ensemble des données pour mener des projets de recherche. Donc on déposera un projet, et derrière on pourra déployer son projet en accédant à des outils ou en accédant à des informations. Des services à l'industrie qui doivent être co-construits, et puis derrière il y a également un certain nombre de services plus techniques mais en lien avec les plateformes. Il est excessivement important, puisque dans une activité de soins, d'avoir des approches de versionning et autres, enfin des choses techniques, je passe dessus. Donc concrètement le CAD, il va être basé, alors on est également très contraint par des problèmes de sécurité informatique. On est dans un monde quand même assez étonnant, mais ce sont devenus des informations sensibles à la fois économiquement et au-delà de ça. Il y a encore hier, on a eu une alerte, il y a eu des cyberattaques auprès des séquenceurs, sur les systèmes informatiques des séquenceurs venant a priori d'Iran. Bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on a l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité informatique, sur le dos, pour être au taquet d'un point de vue sécurité informatique. Donc le CAD, il va être dans 2 grands centres nationaux, et puis d'autre part, il y a un enjeu important. On est sur des très grands volumes de données à terme, et donc si on veut fournir des services qui soient opérationnels en temps et en heure, aussi bien en recherche qu'en soins, on a besoin de mettre en place des systèmes de calcul haut niveau. Là, c'est un changement de paradigme assez profond par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui en recherche. Mais c'est important, hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec le porteur du plan néerlandais, qui disait que sur la déficience intellectuelle, il avait une base de 6000 patients qui souhaiteraient réanalyser tous les ans. Il est bloqué sur ces problèmes de calcul et de bioinformatique. Et donc, ça fait partie des services qu'on souhaite proposer. Capacité à la fois en recherche et en soins de pouvoir faire des réanalyses régulières. Il faut avoir l'appareillage qui va bien derrière. Donc on s'est appuyé sur 2 grands centres nationaux, un à Montpellier qui s'appelle le CINES, avec lequel l'INSERM travaille, et un autre qui est le CEA, qui est le TGCC, qui a déjà l'habitude, puisqu'il porte une infrastructure de recherche qui s'appelle France Génomique. Il y aura 2 bases de données, une base de données soins totalement identifiante, comme à l'hôpital, et une base de données non identifiante et anonyme évidemment, ce qui n'est pas si simple à faire comme vous le savez en génomique, mais on va amener des solutions pour ça. Très orienté recherche, voilà. Et puis derrière ça, l'idée principale, et là on n'est pas spécifique en France puisque tous les pays font ça, c'est un accès aux données. On ne copie pas les données, mais on donne accès aux données brutes, et par contre on a de l'échange sur de l'information extraite et pré-analysée sur les datas. Donc le Crefix, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est très important pour nous, compte tenu des investissements techniques et des évolutions techniques, d'anticiper l'innovation. Donc le Crefix aujourd'hui, il est là pour ça, à travers des partenariats publics-privés, mais il est également là pour veiller à une certaine standardisation, caler les protocoles qui seront définis. J'évoquais tout
tout à l'heure l'exemple de l'indication némato, et je vois Jean Soulier ici. Donc l'indication elle avait été pré-retenue, mais on voulait avoir vérifié que d'un point de vue protocole, on était sur des choses suffisamment standards. Il y a eu un petit travail qui a été mené. Et voilà, c'est un exemple de ce que fait aujourd'hui le Créfix, qui est en train de monter en puissance et qui a eu de l'argent il n'y a pas très longtemps pour pouvoir recruter et amener cette compétence. Donc rapidement, les projets pilotes, comme je vous le disais, ce sont des essais cliniques qui sont en fait instruits depuis 2 ans et demi pour certains, qui vont démarrer pour les 2 premiers à l'été. C'est à large échelle, et ce sont des projets de recherche, voilà, et ça demande du temps d'instruction, notamment d'un point de vue réglementaire. Donc l'idée de ces projets pilotes, c'était de prendre un exemple de projet par grand domaine. Donc on voulait un exemple de projet côté maladie rare en disant ça va nous permettre quand même de réfléchir, de tester un parcours maladie rare. Le choix qui avait été fait était d'aller sur la déficience intellectuelle. Et donc l'idée étant de comparer le pourcentage de diagnostic causal de déficience intellectuelle à partir d'une stratégie de référence qui est un panel de gènes à une approche NGS en trio, et donc de positionner, et derrière ça c'était de se mettre en configuration parcours de soins, et donc on a énormément appris de choses, et aujourd'hui ça permet de basculer tout ce qui a été appris auprès des plateformes, et ça les aide à se mettre en place un peu plus vite. Dans le domaine du cancer, donc là on est vraiment la logique multi-médecine de précision, donc c'est un projet commun avec le plan cancer, autour du sarcome et des cancers colorectaux métastatiques, avec l'idée également de définir des sous-populations avec des variants actionnables et de tester des molécules. Il y a une douzaine de molécules apportées par cette compagnie pharmaceutique derrière. Comme je l'avais évoqué, un exemple beaucoup plus prospectif autour d'une maladie commune qui va être donc les formes atypiques de diabète. Et donc là, on est vraiment sur, non pas la découverte de gènes, mais vraiment comment on se met en configuration, prise en charge dans le soin, couplage avec toutes les données phénotypiques, inventer une RCP nationale qui n'existe absolument pas. C'est ça les enjeux du projet. Et puis il y a un dernier projet qui est un peu différent, qui est en population générale. On voulait prolonger l'effort qui avait déjà été mené depuis quelques années dans ce pays, et pour laquelle la France est un peu en retard. C'est sur un peu le screening de l'hétérogénéité génétique en génome entier en population générale. Donc c'est ce projet PopGen, puisqu'en gros on avait un certain nombre de données dans le Grand Ouest, mais pas ailleurs en France. Donc ça vise à compléter ça, et on va le coupler par ailleurs à une cohorte en population générale qui s'appelle Constance, qui va nous permettre d'avoir à la fois les données en génome entier et à la fois les données de suivi longitudinal en population générale. Et avec un programme d'analyse associé à un programme national de l'INSERM. Donc à la fin c'est un objet un peu compliqué, mais qui début 2021 devrait démarrer en termes de séquençage. Bon, rapidement, ça c'était où on en est aujourd'hui. Donc à la fois multipli sur le cancer et DEFIDIAC sur la déficience intellectuelle devrait démarrer à la fin de l'été. Ça fait 1 an qu'on est dans les allers-retours avec la CNIL, mais je pense qu'on va y voir la fin. Et puis les aspects éthiques réglementaires, je vous en ai un petit peu parlé sur la partie consentement. Il y a un autre aspect qu'on a relativement peu développé, mais ça va être un des objets des mois à venir, c'est toute la partie communication, information vers le grand public, et au passage aussi en même temps vers les professionnels de santé. Voilà, ça c'est une des actions qu'on doit mener, qu'on n'a pas encore fait jusqu'à maintenant pour des raisons budgétaires un peu stupides, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça c'était justement le point d'avancement, mais je crois que je vous ai à peu près tout dit, hein. Les 2 premières elles démarrent. L'État pour l'instant souhaite attendre d'avoir un tout premier retour d'expérience sur ces 2 premières plateformes pour définir la suite en termes de nouvelles plateformes. On a 14 préindications qui sont en train de se mettre en place, on va dire. Le CAD, on attend le feu vert pour le financement, mais le scénario a été bien calé, le Créfix est en train de monter en puissance, et la formation également, on a un plan de formation qui va être là remis en juillet, qui est à peu près bouclé, et derrière on va essayer de travailler avec les ministères pour voir à tous les niveaux, pour tous les métiers, comment intégrer des actions de formation complémentaires. Il y a un véritable besoin. Le secteur de l'industrie, et voilà, je crois que j'ai terminé. Merci.